Aucun survivant dans l'accident des lignes intérieures mexicaines. Des manifestations violentes en Europe et au Proche-Orient. Un entretien avec un journaliste qui voit des agents soviétiques un peu partout. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Pas d'invité en direct ce soir, il est vraiment fort tard. Mais nous parlerons d'un livre paru récemment chez Grasset, Le KGB en France de Thierry Volton. Ce sera vers la fin de ce journal. Mais tout d'abord, les principales informations de la journée qui clôturait ce long week-end de Pâques, un week-end placé sous le signe de la météo morose, ce qui évidemment facilite grandement les retours qui s'échelonnent surtout l'après-midi, donc pas de bouchons ce soir, mais ce qui n'a pas fait l'affaire de ceux qui vivent du tourisme, spécialement en Ardennes. Et les jours qui viennent ne seront pas meilleurs, les giboulées se succéderont à elles-mêmes, avec toutefois plus d'éclaircies. Nous verrons tout cela dans notre chapitre météo, avec aussi les inondations qui menacent en plusieurs endroits du pays. Ce week-end de Pâques est endeuillé par un accident au Mexique. Un Boeing 727 de la compagnie Mexicana de Aviación s'est écrasé à 400 km à l'ouest de Mexico. Il y avait à son bord 158 passagers et 7 membres d'équipage. Il n'y a aucun survivant. L'avion se rendait à Los Angeles. Il pourrait donc y avoir des Américains à bord. Il devait faire escale à Puerto Vallarta, une ville située sur la côte pacifique, à environ 600 km au nord-ouest de Mexico. On ignore encore tout des circonstances, des causes de la catastrophe, des précisions sans doute demain, avec probablement des images de ce qui reste de l'appareil qui s'est écrasé en flammes. En politique, sans doute un tournant important dans la politique américaine à l'étranger, selon le Washington Post. L'administration Reagan a fourni des centaines de missiles sol-air aux rebelles afghans et à la guérilla anticommuniste de l'UNITA en Angola. Les Contras du Nicaragua pourraient également en recevoir de ces missiles. Les Américains mettent ainsi en pratique la doctrine Reagan, c'est-à-dire un soutien accru aux rebelles anticommunistes dans les pays du tiers-monde alliés à l'URSS. Les Stingers sont des missiles antiaériens à courte portée. Ils sont d'un maniement relativement facile et sont portés à l'épaule. Ils sont très efficaces contre des engins volants à basse altitude. Leur livraison aux rebelles angolais et afghans porterait un coup dur aux forces gouvernementales pro-soviétiques de ces deux pays. En Afghanistan, par exemple, les rebelles sont pour l'instant quasi impuissants face aux redoutables hélicoptères de combat soviétiques. Les Stingers ne feraient qu'une bouchée de ces espèces de lourdes tortues volantes qui aujourd'hui sont la terreur des maquisards afghans. Proche-Orient, une trêve s'est installée dans les camps palestiniens de Sabra et de Shatila après 3 jours de combats entre Palestiniens et milices chiites Hamal. Ces combats ont fait une dizaine de morts et une quarantaine de blessés. D'autre part, les observateurs français chargés du cessez-le-feu à Beyrouth pourraient être retirés dans les prochaines 72 heures. Voilà qui pourrait faciliter les négociations pour la libération des otages français encore aux mains des extrémistes chiites. Mais le Proche-Orient a été aujourd'hui le théâtre de manifestations palestiniennes. C'était en effet la journée de la terre. Tous les ans, à cette époque, depuis 10 ans, les Palestiniens descendent dans les rues des territoires occupés par Israël pour protester contre les expropriations et les confiscations de terres dont ils ont été victimes. Des manifestations qui entraînent très souvent des violences. Un peu partout, on signale des affrontements avec les forces de l'ordre israéliennes qui ont quelquefois fait usage de leurs armes. Il y a plusieurs blessés et au moins 2 morts tués par balle. Au cours de cette journée de la terre, c'est bien sûr la grève générale parmi la population arabe des territoires occupés. Et à quelques reprises, vous l'avez vu, le drapeau des États-Unis qui soutiennent Israël a été brûlé. Manifestation aussi en Irlande du Nord. Malgré l'interdiction des autorités britanniques, 3000 protestants, le pasteur Ian Paisley en tête, ont défilé comme tous les lundis de Pâques pour célébrer la victoire de Guillaume d'Orange sur le catholique Jacques II il y a 300 ans. Le défilé protestant du lundi de Pâques a dégénéré en bataille rangée dans la petite ville de Portadown au sud de Belfast. Portadown est depuis quelques mois devenu le principal foyer de résistance à l'accord signé par la République d'Irlande et la Grande-Bretagne sur l'Ulster. Cet accord donne pour la première fois au gouvernement de Dublin un droit de regard sur les affaires de l'Irlande du Nord, ce que beaucoup de protestants n'acceptent pas. Les incidents d'aujourd'hui ont eu lieu quand un cortège de 3000 protestants est entré dans le quartier catholique de la ville. Une dizaine de policiers ont été blessés. Manifestation traditionnelle de Pâques également en Allemagne fédérale, celle des pacifistes et des écolos. La plus importante s'est déroulée à Wackersdorf, où est en train d'être construite une centrale de retraitement de combustible irradié. Depuis plusieurs mois, Wackersdorf est le point de ralliement le plus important de ce genre de manifestation en Allemagne.
C'est par un grand rassemblement à Wackersdorf en Bavière que se sont terminées les désormais traditionnelles marches de Pâques organisées par le mouvement pacifiste ouest-allemand. Cette année, les marcheurs ont pris pour cible l'initiative de défense stratégique américaine, plus connue sous le nom de Programme de la guerre des étoiles. Mais les manifestants qui avaient reçu l'appui des syndicats et du parti d'opposition social-démocrate, le SPD, ont aussi clamé leur désaccord avec le développement de l'industrie nucléaire, que ce soit à des fins militaires ou civiles. Cependant, de l'avis général, les mouvements antinucléaires ouest-allemands sont au creux de la vague et il y avait cette année nettement moins de manifestants que lors des fêtes de Pâques de 1984 et 1985. Oui, mais même si les pacifistes et écolos semblent en perte de vitesse en Allemagne, ils font toujours preuve de la même fougue. Témoin ces affrontements avec la police qui, pour la première fois en Allemagne fédérale, a utilisé des canons à eau, l'eau à laquelle avait été ajouté un produit irritant pour la peau, une sorte de gaz lacrymogène liquide en quelque sorte. Manifestation toujours en Corée du Sud cette fois. C'était le plus important rassemblement antigouvernemental jamais organisé dans le pays. Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre de Séoul pour protester contre le régime à poigne du président et du gouvernement actuel et pour soutenir les principaux leaders de l'opposition. La manifestation s'est déroulée dans le calme. Les forces de police toutefois étaient vigilantes, mais vu le nombre des manifestants, près d'1 million, il valait mieux qu'il n'y ait pas d'incident. Enfin, dernier rassemblement aux Philippines devant la grande base aérienne américaine de Clark, mais pour une fois, il ne s'agit pas d'une manifestation anti-américaine, au contraire. Le personnel philippin de la base est en grève depuis plusieurs jours. Les piquets de grève se sont heurtés aujourd'hui aux habitants de l'endroit qui protestent contre la grève qui leur enlève une bonne partie de leurs revenus en raison du blocus de la base. Des Philippins qui visiblement sont ravis d'avoir les Américains chez eux et d'encaisser leurs dollars. Pendant ce temps, dans leur nouvelle résidence d'Honolulu, les Marcos assistaient aux offices de Pâques. Madame Marcos, très émue, cherche réconfort sur l'épaule de son mari. C'était la première sortie publique de la famille Marcos depuis son départ des Philippines. L'ancien dictateur s'estime toujours président des Philippines. Il a déclaré aux journalistes en ajoutant que Madame Aquino a installé aux Philippines un régime dictatorial. Et vous l'avez vu, une autre image insolite, Madame Imelda Marcos qui poussait la chansonnette. L'un des hauts lieux historiques d'Angleterre a été partiellement détruit par un incendie. C'est le château de Hampton Court, qui date du début du XVIe siècle, dont Henri VIII fit une résidence royale. Ce grand palais de briques rouges, situé près de Londres, appartient toujours à la famille royale. Il sert à des réceptions officielles, mais il abrite aussi une série d'appartements, et c'est dans l'un d'eux que le feu a pris. Cet appartement était occupé par la veuve d'un général britannique héros de la guerre, Lady Gale, 86 ans, qui avait l'habitude d'aller se coucher à la chandelle. Lady Gale est la seule victime de l'incendie. C'est ce matin très tôt que l'incendie s'est déclaré dans l'aile sud du palais de Hampton Court, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Londres. Le toit de l'aile sud du palais s'est effondré et plusieurs toiles de grands peintres ont été brûlées. Hampton Court est le plus ancien des grands palais royaux de Grande-Bretagne. Il date du XVIe siècle et appartient à la couronne d'Angleterre. Plusieurs de ces appartements sont occupés par de vieilles dames, veuves d'officiers ou de diplomates qui ont rendu d'éminents services à l'État britannique. Hampton Court sert aussi de cadre prestigieux pour certaines réceptions. L'un des derniers visiteurs importants à y avoir été reçu pour un déjeuner a été Mikhail Gorbatchev. Hampton Court est aussi l'un des hauts lieux touristiques britanniques. Le labyrinthe aménagé dans les bosquets des jardins et le court de tennis de Henri VIII sont célèbres dans le monde entier. En fin d'après-midi, la reine et le prince Charles sont venus se rendre compte de l'étendue des dégâts. Les histoires d'espionnage ont toujours fait recette. En librairie ou au cinéma, elles ont leur public qui cherche avant tout la distraction dans des histoires qui sont pour la plupart du temps complètement fantaisistes. Mais l'espionnage existe. Il ne se passe pratiquement pas un mois sans que l'un ou l'autre pays expulse de son territoire des diplomates de l'autre camp accusés d'espionnage. C'est l'une de ces expulsions massives en France. 47 diplomates soviétiques avaient été expulsés en une fois il y a 3 ans par le gouvernement socialiste, qui a servi de point de départ au livre de Thierry Volton.
Le KGB, publié chez Grasset. Dans ce livre, Thierry Volton, journaliste à l'hebdomadaire Le Point, dresse un tableau des différentes méthodes utilisées par les services de renseignement soviétiques. Mais il faut préciser qu'il n'a pas eu accès à des documents ou à des témoignages directs. Tout ça est évidemment très secret. Il a donc dressé des hypothèses qu'il cherche à vérifier par la suite. Vous faites dans votre livre un tableau de toutes les activités du KGB et des pays annexes alliés à l'URSS en France. Vous avez eu accès à des dossiers ultra confidentiels, semble-t-il? Non, pas du tout. Non, puisque d'abord il y a toutes les références dans mon livre, donc on voit qu'il y a beaucoup de coupures de presse que j'ai utilisées, des livres. Bon, il est évident que quelquefois il y a marqué source privée de l'auteur. Alors qu'est-ce que c'est que les sources privées de l'auteur? C'est aucun service de contre-espionnage occidental, pas la DST qui est le service français, pas la CIA, pas le KGB comme vous vous en doutez. Non, ce sont des gens qui ont travaillé dans ces services, qui sont à la retraite maintenant, mais qui ont eu donc une longue expérience, mais que vous ne pouvez rencontrer que si vous connaissez déjà ces affaires-là et vous leur posez des questions du genre est-ce que si j'écris ça, est-ce que je dis la vérité, oui ou non? C'est un peu le jeu de la vérité, quoi, si vous voulez. Et c'est comme ça que j'ai travaillé. Votre méthode, c'est vous émettez une hypothèse et vous demandez si elle est vérifiable. Voilà, exactement, tout à fait. Oui, c'est un peu ça. Sinon, les sources, impossible d'accéder aux sources. J'ai essayé, je ne vous le cache pas. Je veux dire, j'ai été voir la DST, qui est le service de contre-espionnage français. Je leur ai dit, voilà, je vais faire un livre sur le KGB. Ils m'ont dit, c'est très bien, parfait, vous avez tout à fait raison, c'est un bon sujet. Pas question qu'on s'ouvre nos dossiers. Bon, j'ai compris, mais ça ne m'a pas empêché, j'ai continué. Bon, j'ai mis 2 ans et demi à faire ce livre. Si j'avais eu accès à des sources officielles, c'est évident que j'aurais mis moitié moins de temps. À première vue, on pourrait croire qu'il y a une certaine exagération dans votre livre. Tout semble noyauté par le KGB. Non, je crois pas. Vous énoncez une série d'organisations qui sont financées, ou en tout cas noyautées, par exemple, je pense aux juristes démocrates à Bruxelles. Est-ce qu'il n'y a pas, vous n'allez pas un peu loin là? Ah non, pas du tout. Alors, au contraire, il y a une excessive prudence dans mon livre, et je n'ai écrit que les choses dont j'étais sûr et que j'ai pu vérifier. Si je parle des juristes démocrates, vous savez, je ne suis pas le premier à parler des juristes démocrates, c'est une vieille histoire, les juristes démocrates. Ça a dû être créé après-guerre, ça a été créé après-guerre, et on sait très bien que c'est ce qu'on appelle une organisation de masse financée par les soviétiques. Je veux dire, tout le monde le sait, c'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle. Donc non, je crois qu'au contraire, il faut être dans ces affaires-là d'espionnage, précis, rigoureux, et surtout éviter de faire de l'espionnite, parce que faire de l'espionnite, je crois que c'est le meilleur service à rendre au KGB. C'est on brouille les cartes. Il faut voir là où ils sont, mais surtout pas n'importe où. Et ils sont où alors? Ils sont actuellement, ils sont dans ce que j'appellerais la désinformation, c'est-à-dire parmi nos confrères journalistes, parce que je suis journaliste moi-même, pour diffuser de fausses informations, par exemple, ça sont des choses qui les intéressent. Mais là où ils sont surtout, c'est dans les entreprises, c'est là où ils recrutent des agents, disons, dans les entreprises de haute technologie, parce que ça, ils en ont besoin pour leur économie et pour leur rendement. Vous parlez de désinformation, vous accusez d'ailleurs De Gaulle à être le premier à avoir fait de la désinformation. Non, avoir été un peu victime de la désinformation, oui. Il n'a pas fait, il a été un peu victime de la désinformation dans son entourage, effectivement, oui. Mais qu'est-ce que c'est que la désinformation? La désinformation, c'est une technique très soviétique, je veux dire très précise, d'arriver à influer sur l'opinion publique. Alors comment on arrive à influer sur l'opinion publique? Bon, c'est à travers des journalistes, par exemple, qui peuvent écrire des articles, mais ce n'est pas forcément des articles à la gloire de l'Union soviétique. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui intéresse beaucoup plus les soviétiques, c'est de diviser le camp occidental. Donc, par exemple, dans le cas de De Gaulle, par exemple, de l'entourage du général De Gaulle, on a joué sur le nationalisme français et sur l'anti-américanisme latent des Français, par exemple, pour essayer de montrer que les États-Unis, c'était l'impérialisme épouvantable, buveur de sang, pompeur d'énergie, enfin tout ce que vous pouvez imaginer comme cliché. Et donc, à ce niveau-là, ça a fonctionné, si vous voulez. Donc, c'est influer l'opinion publique pour diviser le camp occidental. C'était donc Thierry Volton qui vient de publier chez Grasset Le KGB en France. Le dur, le truand, le caïd type du cinéma américain est mort dans son lit à 86 ans. James Cagney était aussi danseur, mais ce sont ses coups de poing dont on se souviendra avant tout. James Cagney jouait les mauvais à tour de bras à Hollywood. Condamné à la chaise électrique ou brûlé vif, il connut pour le cinéma toutes les morts violentes. Avec les années 30 et l'ennemi public, ce gangster de film noir reflète bien cette Amérique violente et mythique qui inspire tant les cinéastes. Prédestiné ou non, Cagney a connu à New York une enfance dure. Une mère norvégienne, un père irlandais, alcoolique et joueur, 7 enfants. Déjà, il rêve de gloire et de castagne. Il veut devenir boxeur. La célébrité, il la gagnera plus tôt, à Broadway et au Music Hall. Il devient un redoutable danseur de claquettes. Il veut alors passer à la postérité par la danse.
Son rêve de gloire réalisé, Cagney sera pendant 30 ans l'acteur chéri de la Warner où il joue tous les rôles. Jusqu'en 61, où, célèbre et milliardaire, il se retire discrètement dans sa ferme de l'État de New York. Le cinéma et l'Amérique le reprendront une dernière fois en 81 dans Ragtime. James Cagney, incarnation du rêve et du cauchemar américain, s'est éteint paisiblement dans son lit à 86 ans. La météo, eh bien, nous avons eu un week-end de Pâques gâché par la pluie, le vent, les giboulées, et ça ne va guère s'améliorer dans les jours qui viennent. Pire, on va sans doute subir maintenant des inondations. Un peu partout, on signale des ruisseaux ou des rivières qui sortent de leur lit, et on ne compte plus, bien sûr, les caves inondées, et cela dans toutes les régions du pays. Mais le plus spectaculaire, c'est sans doute produit à Ans-sur-Lesse. La Lesse, en effet, a repris son ancien cours à hauteur des grottes d'Eur. Catastrophe, c'est l'eau, mais le pire est à venir. Déjà, toutefois, un gros problème touristique cet après-midi dans le Namurois, à Ans-sur-Lesse. Les grottes et la réserve naturelle étaient fermées au public. Cela n'était plus arrivé depuis le 21 juillet 1980. En cause, le débordement de la Lesse. En temps normal, la rivière se jette dans le gouffre de Bellevaux, puis se répand parmi les grottes. Le problème aujourd'hui, c'est que le débit excessif de la Lesse empêche le gouffre d'absorber tout ce surplus d'eau. Conséquence directe, depuis midi, 2 Lesses encerclent la localité de Ans. La seconde a même retrouvé son lit, un lit vieux de 500 000 ans. Des touristes, il y en avait malgré tout, et dès lors, à défaut de visites de grottes ou de réserves naturelles, il leur restait à admirer les 2 Lesses, un attrait exceptionnel pour Ans. La perturbation qui nous a copieusement arrosé la nuit dernière et une grande partie de cette journée s'est déplacée vers l'est. Nous la retrouvons sur les Pays-Bas et la République fédérale d'Allemagne. Elle est suivie de masses d'air instables qui vont nous donner une alternance d'averses et d'éclaircies. Cette nuit, nous aurons d'abord un temps nuageux à très nuageux avec des averses et localement un risque de grésil. Plus tard, les averses se feront plus rares et les éclaircies deviendront par conséquent beaucoup plus larges. À signaler que les averses pourraient avoir un caractère hivernal, surtout en Ardennes. Demain, pas de grands changements, toujours un temps à gibouler. Les averses succéderont aux éclaircies et vice-versa, mais les averses seront beaucoup moins fortes. Les températures minimales oscilleront entre moins 2 degrés en Ardennes et plus 2 degrés au littoral. Les températures maximales varieront entre 9 degrés à la côte et 4 degrés sur les crêtes ardennaises. Le vent soufflera du secteur ouest à nord-ouest. Il sera modéré. Et sur les routes, toujours la prudence. Les coups de vent pourront atteindre 70 km/h. Et cette nuit, il pourra neiger en Ardennes. Et ailleurs, ce sera de la neige fondante. Pour les ponts et chaussées, nous sommes dans un type hivernal C1 en Ardennes et B dans le reste du pays. Sport, le week-end de football n'est toujours pas terminé. Il a commencé samedi, il se terminera seulement demain soir. On a profité de ce long week-end de Pâques pour faire jouer les matchs en retard. Courtrai et l'Antwerp ont fait match nul aujourd'hui de partout, alors que le Lierse remportait une victoire précieuse au détriment de Waterskei 2-1. Demain, dernier match de rattrapage, Serein Football Club de Liège, donc un derby liégeois. En attendant, au classement réactualisé, Courtrai se rapproche à 2 points de Serein, alors que Waterskei occupe la dernière position. 24 points donc pour Charleroi, 23 pour Serein, Courtrai 21, le Lierse 20 et Waterskei 19. Enfin, un tiercé écarté, top 5, se courait aujourd'hui à Boisfort. Un cheval, le numéro 5, Jolie L, n'a pas pris le départ. Sont arrivés dans l'ordre le 1, Pannonia, le 4, Freuden, le 6, Bragado, le 2, Razorbound et le 9, Guiwiz. Vous voyez les rapports sur votre écran. C'est un petit tiercé écarté top 5. 103 878 francs pour 20 francs dans le top 5 seulement, dans l'ordre exact. 14 240 francs pour le quarté et 1940 francs pour le tiercé. Et là, pour le tiercé, le bonus est même reporté. Voilà, notre journal est ainsi terminé. Je vous en rappelle quelques-uns des principaux titres.
Aucun survivant dans l'accident du Boeing 327 mexicain qui s'est écrasé en flammes à 400 km à l'ouest de Mexico. On ignore encore tout des causes de la catastrophe. De nombreuses manifestations un peu partout dans le monde à l'occasion de ce lundi de Pâques. En Cisjordanie, en Irlande du Nord et en Allemagne fédérale, ils ont tourné en de sérieux affrontements avec les forces de l'ordre. Enfin, nous avons eu un entretien avec Thierry Volton, qui a publié chez Grasset un tableau des méthodes utilisées par les services de renseignement soviétiques intitulé « Le KGB en France ». Au nom de toute l'équipe du journal, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, enfin une bonne matinée et une excellente journée, si vous voyez ce que je veux dire. Bonne nuit, à demain. Ce sont deux courtes pièces de Jules Renard, deux petits chefs-d'œuvre d'ailleurs, que vous pourrez voir demain en début de soirée grâce à un billet de faveur. Ces deux courtes pièces sont Plaisir de rompre et Le pain de ménage, proposés par le théâtre impressionniste et interprétés d'une part par Suzanne Collin et Michel Guilloux et d'autre part par Bernard Marbet et Nicole Madinier. Donc billet de faveur en tout début de soirée avec deux pièces de Jules Renard. Ensuite, vers 21h30, nous serons dans l'ambiance des cabarets avec Les Jardins suspendus, ambiance de cabaret, de numéros d'imitation, interprétés notamment par des travestis. Et vous reconnaîtrez aussi Paul Herman, 21h30, Les Jardins suspendus. 22h10, un nouveau numéro de la série Le Louvre. Nous aborderons cette fois le premier 19e siècle. Et puis, après le journal télévisé dernière, en fin de soirée, une émission encore, Schéma Israël. Voilà, cette soirée de lundi s'achève. J'espère que vous avez passé un excellent week-end pascal. Je vous souhaite une très très bonne nuit, puisqu'il paraît que nous sommes bientôt demain matin. Une très bonne nuit et je vous dis à très bientôt.